Bonjour, citoyens du monde. Je souhaite attirer votre attention sur... Qu'est-ce que tu fous là? l'intro de l'émission. C'est quoi le rapport avec V for Vendetta? Le masque? Non? Salut à toi, derrière ton écran. T'as toujours ton masque. Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans l'émission Comic Soon, l'émission qui va te parler cinéma et comics. Ou comics et cinéma, c'est quoi le mieux? On s'en fout. Si je te dis James McTeague, tu vas me dire... C'est qui? Et c'est normal, car même si le monsieur a réalisé Ninja Assassin, sorti en 2009 aux États-Unis, un film contant l'histoire d'un ninja assassin, et il s'est pas foulé sur le coup, hein, cette fois. Et L'Ombre du Mal, sorti en 2012 aux États-Unis, une fiction se penchant sur les derniers jours de la vie d'Edgar Allan Poe, célèbre auteur du XVIIIe siècle ayant écrit le poème Le Corbeau, hein. Il faut le savoir quand même, hein, que tu peux découvrir d'ailleurs dans l'épisode, le premier épisode du Simpson Horror Show. Hey, taille culture quoi. Il est surtout célèbre pour le film du jour qui est, tu l'auras deviné, ba. Sorti en 2006, V for Vendetta fut écrit et en partie produit par les Wachowski, créateurs de la trilogie Matrix, à l'époque où ils étaient encore du même sexe. Oui, car pour ceux qui ne le savent pas encore, Larry Wachowski est devenu Lana Wachowski. Par contre, Andy, il est resté Andy. Le film réunit au casting Nathalie Portman, qu'on a pu découvrir dans Léon, Thor ou Black Swan. Moi, personnellement, je l'adore dans le film Votre Majesté. Allez savoir pourquoi. Nous y retrouvons également Hugo Weaving, qu'on a pu apercevoir dans The Matrix. Le Seigneur des Anneaux et Captain America First Avenger. Moi, personnellement, je l'adore dans le film Priscilla folle du désert. Pour la petite histoire, ce n'était pas lui qui avait été engagé à l'origine pour jouer V, mais James Purefoy, qui abandonna le tournage pour tenter sa chance au dernier casting de James Bond, qui fut obtenu par Daniel Gray. C'est ballot. Dans un futur plus ou moins lointain, suite à des attentats biologiques, l'Angleterre est dirigée par un gouvernement fasciste, raciste et totalitaire, dont le chef est le vieux fou d'Indiana Jones 4. Les libertés telles que celles de la presse ou du culte ont été supprimées. Ça donne envie. Mais la télévision, bien entendu sous le contrôle du régime, reste le moyen privilégié de propagande. De nombreuses caméras et haut-parleurs sont placés dans les rues, tout est sur écoute. Les païens, les opposants et les homosexuels ont été bannis du territoire ou parqués dans des camps. Et c'est dans ce contexte qu'un soir notre héroïne Ivy Hammond viole le couvre-feu pour aller voir un ami, mais elle se fait attraper par des agents du gouvernement qui ont décidé de la violer à son tour. Après qu'elle ait elle-même violé le couvre-feu. Après ce jeu de mots pourris et quelques cris, un homme se prénommant V la sauve. Ce dernier très sympathique l'invite à une petite sauterie. Le lendemain, le gouvernement de mecs super sympa. En même temps, quand tu bosses pour le vieux fou d'Indiana Jones 4, je comprends que tu fasses la gueule. Donc ils se rassemblent, ils se disent des trucs du genre « Eh, t'as vu comment ça a pété hier soir? Bah ouais, espèce d'idiot, sinon on serait pas là. Ah ouais. Ils se font gueuler dessus par le vieux fou d'Indiana Jones 4 et charge l'inspecteur Finch, très enthousiaste, de retrouver le coupable. Tout naturellement, les soupçons se tournent vers Ivy Hammond, présente non loin des lieux avant l'explosion en compagnie du suspect numéro 1. La police part donc l'interroger. Mais comme de par hasard, V se retrouve également dans les locaux. C'est fou quand même les coïncidences. Moi par exemple, j'étais parti en vacances avec mes amis. Oui, car pas encore tout à fait satisfait du bordel qu'il a causé la veille, il décida de prendre en otage les locaux de la seule chaîne autorisée par l'État, bordel de merde, pour y diffuser un message appelant la population à se soulever contre leurs dirigeants. Tandis que l'immeuble est évacué, Ivy échappe aux flics qui la recherchent, et se retrouve nez à nez avec V, qui est en fâcheuse position.
Du coup, elle l'a regardé, il a regardé le flic l'a regardé, elle l'a gazé. Alors que fait V pour la remercier? Ah, il l'a fait prisonnière. Super. Bon, c'est vrai qu'il lui explique qu'en fait, il lui a sauvé la vie, car le gouvernement, pensant qu'elle était sa complice, allait sûrement l'interroger et lui faire des trucs pas très cool, du genre torture, viol, tout ça quoi. Donc elle accepte. Mais en même temps, je la vois mal dire non à un mec qui a fait péter les bâtiments la veille et pris tous ses collègues de boulot en otage le jour même. J'y réfléchirai à 2 fois avant de dire non, moi, personnellement. Donc elle accepte jusqu'à ce qu'elle apprenne que finalement la cause de V est en fait une vendetta personnelle, car en effet ce dernier, fruit d'expériences scientifiques, cherche à tuer ses anciens bourreaux. Et je n'en dirai pas plus pour préserver la surprise à ceux qui ne l'ont pas encore vu. Eh, c'est sympa ça. Oui, je sais, on est sympa dans cette émission. Alors pourquoi je vous conseille ce film? Parce qu'il est bon tout simplement. Oh, qu'est-ce que tu fous là? Reprends tout de suite. V for Vendetta a été vendu comme un film d'action pour la famille, et il l'est. Il a son lot de scènes d'action spectaculaires, ses explosions, ses méchants bien méchants, des allusions sexuelles mais pas trop quand même, peu voire pas du tout de sang pour ne choquer personne, bref, il remplit le cahier des charges du parfait film hollywoodien grand public. Et il le fait bien. L'histoire est sympa et pleine de rebondissements, les scènes d'action sont bien filmées, les acteurs sont bons, l'action est lisible. Non, rien que sur ça, le film est déjà une réussite en soi. Mais quand on creuse un peu et qu'on le revoit, bah on se rend compte que c'est bien plus qu'un simple film de divertissement. Tout d'abord parce que malgré les apparences, V, tout en étant une adaptation de comic book, n'est pas une histoire classique de super-héros du style E.T. vient prendre sa revanche ou sauver la ville d'un méchant mégalomaniaque. Non, ici V, malgré le fait qu'il s'inspire de Zorro ou The Shadow, n'est pas un justicier dans le sens classique du terme. C'est avant tout un terroriste, un agitateur, une personne luttant contre le système dominant et non spécialement contre le crime ou la pègre. Alors certes, ses intentions peuvent être nobles, vouloir libérer le peuple du joug de l'oppresseur, qui n'est pas sans rappeler une certaine période évidente de l'histoire. Si jamais t'as pas compris, bah je parlais bien évidemment de la Révolution française. Je m'attarderai pas trop sur le sujet car il a été traité en long, en large et en travers sur divers sites, divers trucs, divers documents, bref. Mais il assassine tout de même à tour de bras, il fait exploser des bâtiments, joue les kamikazes, emprisonne, torture, et tout cela au nom d'une vengeance finalement. Puis il y a Nathalie Portman. Nathalie Portman interprétant une Evie à la fois fragile et forte, avec un soupçon de rébellion en elle, mais ne sachant quoi penser de son sauveur. Lui a-t-il vraiment sauvé la vie? Était-elle manipulée à des fins personnelles? L'on peut se poser la question. Bon, honnêtement, elle aurait joué un ballet, personnellement, ça m'aurait suffi. La réalisation du film est soignée et maîtrisée. D'ailleurs, petit jeu à boire, à chaque fois que tu verras la lettre V, un shot. Boire trop, des sensations trop extrêmes. L'excès d'alcool entraîne coma éthylique, violence, accident et abus sexuels. Le film réussit le savant mélange de divertissement et réflexion, nous racontant à la fois l'histoire d'une vengeance tout en nous démontrant les mécanismes qui peuvent amener et maintenir le fascisme au pouvoir. Montre comment une population peut être trompée et manipulée par une politique de la peur, ce qui fait que 8 ans après sa sortie, le film est encore cruellement d'actualité. Je peux développer ce point si tu le désires. Non, merci, ça ira. Ok. Casse-toi. Mêlant anticipation, action, récit initiatique, vengeance, politique, traitant des questions de racisme, de xénophobie, de l'identité, de la guerre, de la religion, du totalitarisme, du terrorisme, de la place des médias, des responsabilités d'un gouvernement et des responsabilités d'un citoyen, et encore tant d'autres thèmes, V for Vendetta est un film à plusieurs lectures, plusieurs couches, donc un film à voir et à revoir. Le film nous prend pas pour des cons et ça fait plaisir. Et il y a Nathalie Portman. Alors, avant de te parler brièvement du comics dont le film s'est inspiré, je pense qu'il serait pas mal d'aborder l'auteur. Voici Alan Moore, sorcier, adorateur de Klingon, un dieu serpent, anarchiste, végétarien, mais surtout auteur de comics. Il révolutionna avec d'autres les comics books dans les années 80, en les rendant plus adultes, plus matures, en y injectant des thèmes lourds et durs comme la drogue, le sexe ou encore l'utilisation de la violence. Il est peut-être l'auteur de comics le plus primé au monde et sûrement l'un des plus talentueux. Il est le papa entre autres de Watchmen, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Fromel ou encore Hellblazer, plus connu sous le nom de Constantine. Tous adaptés au cinéma, et justement Alan Moore le cinéma... Tout commença avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors qu'Alan Moore n'était en aucun cas intervenu dans le processus créatif du film, il fut mêlé malgré lui à un procès qu'intentait un auteur à la 20th Century Fox, société de production du film.
Il fut indirectement accusé de plagiat et vécut très mal le procès. Il déclara à ce sujet qu'il aurait été mieux traité s'il avait violé puis tué un quart entier d'enfants handicapés mentaux après les avoir drogués à l'héroïne. Suite à ça, il décida de couper les ponts avec le cinéma. Et c'est pour ça qu'il ne perçoit aucun paiement et que son nom n'apparaît nulle part au générique d'œuvres comme Constantine, From Hell ou encore Watchmen. En plus du fait qu'il déteste les adaptations de ses œuvres, qui, il faut l'avouer, sont souvent assez éloignées du matériel originel. Sorti entre 1982 et 1990, V for Vendetta est un comic books dont le scénariste est donc Alan Moore et les dessinateurs David Lloyd et Tony Ware. Car oui, même s'il n'est pas crédité sur la couverture, Tony Ware a quand même dessiné un chapitre entier et en compléta 2 autres. C'était gratuit, c'est l'information gratos. Le comic fut édité durant une période assez tendue en Angleterre, celle du gouvernement de Margaret Thatcher qui était dur, sécuritaire et autoritaire. Le gouvernement, hein, pas Thatcher. Trait que nous retrouvons dans le gouvernement du comics. Le dessin, quoi qu'il puisse paraître d'aspect vieillot pour des lecteurs actuels, convient tout à fait à l'ambiance du comics. Le trait lourd et charbonneux est parfait pour mettre en image l'univers oppressant à la 1984 de George Orwell ou l'ambiguïté entourant V. D'ailleurs, pour rendre le comics plus immersif et réaliste, toute bulle de pensée ou onomatopée ont été supprimées pour faire reposer l'histoire uniquement sur ses dessins et ses dialogues. Comme un film, quoi. Alors, est-ce que V for Vendetta est une bonne adaptation ? En gros, on retrouve plus ou moins la même histoire, mais d'énormes changements ont été apportés. Et pas qu'un peu, hein. Tout d'abord avec le personnage d'Ivy Hammond, là où dans le film elle est une jeune femme dans la vingtaine, cultivée, un peu rebelle. Dans le roman graphique, elle est une adolescente de 16 ans inculte, se prostituant et peu sûre d'elle. Son passé, son caractère, sa relation avec V, presque tout a été modifié dans les grandes largeurs. Il ne reste en commun à peu près que le parcours qu'elle fait durant l'histoire, et encore. En fait, on a eu droit à une Ivy Hammond plus indépendante, plus affirmée et plus suspicieuse que celle du comics. Et aussi, ce personnage énigmatique, ambigu, est-il un simple idéaliste un peu mégalomane, ou bien un terroriste fou ? Le film n'entretient guère cette ambiguïté, nous le présentant même comme un combattant amoureux de la liberté, alors que dans le comics, il est un être sans pitié pour ses ennemis, prêt à tuer n'importe qui pour arriver à ses fins, contrairement au film où il paraît juste un peu excentrique ou très passionné. Dans le comics, au contraire, V est très sûr de lui, calme et méthodique, il est supérieurement intelligent, il le sait, et se sent supérieur au commun des mortels. Certains personnages secondaires ont une caractérisation bien différente, comme par exemple l'inspecteur Finch, qui dans le film cherche à comprendre vrai, alors que dans le comics, il va ne chercher que à l'arrêter. Alors que d'autres sont tout bonnement supprimés, et avec eux forcément tout un pan de l'histoire du roman. Toute référence à l'anarchisme ou aux drogues ont été également effacées de l'adaptation cinématographique. Mais dans l'ensemble, on y retrouve les gros points de l'histoire, l'ambiance, le contexte, l'idée, le personnage de V, mais surtout le message qui est « Faut que ça crame ! Faut que ça crame ! Faut que ça crame ! Faut que ça crame !» Non, c'est pas ça. Le seul reproche que je pourrais faire à l'adaptation personnellement, c'est d'être un peu trop manichéenne. Dans le comics, tous les personnages ont une part d'ambiguïté. Même le haut chancelier nous est présenté comme un être associable, mais qui doute, qui a ses convictions, ses croyances, ses peurs. Un être humain, quoi. Alors que dans le film... Mais je veux qu'ils comprennent vraiment ce que le mot terreur signifie. L'Angleterre prévaut. Mais c'est un détail car finalement on a eu droit à 2 interprétations différentes de la même histoire à 2 époques différentes qui sont aussi riches l'une que l'autre et qui nous donnent la même sensation après l'avoir vu ou l'avoir lu, on se sent plus intelligent. V for Vendetta nous prouve qu'une bonne adaptation n'a pas besoin d'être fidèle à la case près pour restituer l'ambiance, le message et l'idée principale du média d'origine. Le comics comme le film utilise un média considéré comme un divertissement à la base pour finalement nous instruire et nous divertir, nous faire passer un bon moment tout en nous poussant à la réflexion sur nous-mêmes et notre place dans la société. Dans le même genre, sur le questionnement de notre positionnement, il y a Tree of Life ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais je suis pas certain que c'est la même attractivité. Si tu ne connais pas V for Vendetta, je t'encourage vivement à voir ce film. Si tu as vu le film ou que tu détestes le cinéma, n'hésite pas une seule seconde à te procurer le roman graphique qui n'est pas une référence pour rien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Donc si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Si elle t'a déplu, parle-en aux gens que t'aimes pas et partage-la sur les réseaux sociaux pour faire chier ton entourage. Sur ce, je te souhaite une bonne lecture, un bon film et à la prochaine. Salut! Hey l'ami! Un anniversaire où Noël approche et tu ne sais pas quoi offrir? Un écran plat? Ha ha ha! Surfait mon ami! Des toilettes? Une idée de merde! De la drogue?
c'est illégal et dangereux pour la santé. Offrir un livre, putain. Fallait y penser quand même, non? Et des milliers de thèmes et d'histoires, des milliers d'auteurs, pour tous les goûts. Abracadabra, la magie de l'occasion. Voici votre livre, monsieur. Ah, c'est vraiment une affaire!